mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort. Mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale.
N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not came here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Salut les amis. Okay, go ahead, baby. Okay, go take it. Là, il est quelle heure? Là où nous sommes au rythme de Albert Nkibi, celui qu'on appelait Lucia Lala de la poussière. Voilà, et là nous sommes dans les racines, carrément dans les 10 racines Bembe, donc racines Congo, avec la musique originale du Balka. Vous entendez ça? C'est l'inspiration. Et ça, c'était nos ancêtres qui descendaient, inspirés des grands chanteurs comme Albert Nkibi, Lucia Lala de la poussière. Il y a encore ça dans nos villages. Même s'il y a désormais des faux sages qui ont vendu nos villages au fils Mboshi. Comprenez ça, chez vous? Bon. Par cette chanson, nous tenons à dédier à cette chanson au peuple ivoirien avec l'arrivée du président Laurent Gbagbo le 17 juin, là à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est une forte victoire contre l'impérialisme destructeur et tueur français qui ont magouillé pour ravir ce fils d'Afrique de son pays et de l'emmener dans le pays des Blancs pour prétendre le juger pour des crimes qu'il n'avait jamais commis, alors que cet impérialisme a emmené des armes de guerre. Ils ont tiré avec des hélicoptères français, des MiG français ou des, je sais pas, des Rafales français, en tuant le peuple africain là en Côte d'Ivoire. Si la CPI, avec cette femme procureure corrompue que nous appelons Bensouda, d'ailleurs qui a été remplacée, qui a brillamment échoué, l'ami des despotes, des dictateurs africains, qui a joué ce petit rôle pour emmener le président Gbagbo à la CPI. Et là encore, ça démontrait quoi? L'incompétence d'une femme gambienne qui était déjà, qui faisait déjà partie du régime, comment on appelle, Djamé,
hein, là en Gambie, parce qu'il était ministre de la Justice du gouvernement Yaya Jammeh, là en Gambie. Bon, la CPI dit qu'il y avait 3000 morts en Côte d'Ivoire, de victimes. Et les pro-Gbagbo réclamaient 1300. Le pro-Ouattara réclamait 1300. Mais s'il y a eu 3000, 3000 moins 1300, ça reste 1700. Donc les 1700 sont les pro-Gbagbo. Donc forcément, Ouattara et Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume ne peut pas nous dire qu'il est devenu un bon enfant. En jouant ce petit jeu de se détacher. Non, c'est pas parce qu'il est en exil qu'il devient un enfant propre. Il a mené des bâtons dans les roues, il a mis les bâtons dans les roues à Laurent Gbagbo. Soro Guillaume, c'est Galasassou, c'est le même typique des jeunes Africains qui pensent qu'il faut faire partie des loges pour prétendre bénéficier d'un positionnement dans la haute hiérarchie politique. Soro Guillaume ne peut pas être un ami de la démocratie, c'est totalement impossible. Tous ces jeunes Africains qui nous disent rapprochez-vous de Soro Guillaume, mais vous êtes en train de commettre. Soro Guillaume, on l'a vu, là, à l'hôtel de golf. Soro Guillaume, quand même que Gbagbo, le président Gbagbo, ok, oh, wait for me, let me finish this, ok, let me finish this, and then we're gonna talk. Yes. Vous voyez, chers amis. Donc, Soro Guillaume ne peut pas se dire que c'est un enfant propre. Vous commettez la maladresse quand vous élevez Soro Guillaume. Quand je vois certains frères au sein de la diaspora, les Soro Guillaume ont fait le coup d'État en Côte d'Ivoire, qui a entraîné la mort de plusieurs Ivoiriens. Comprenez ça, chers amis. Donc, Soro Guillaume égale Ouattara. Et la preuve en est que Soro Guillaume n'a jamais vraiment parlé de ça. Mais il est en train de commettre une erreur parce que, vous voyez les gens là, hein, ceux-là qui nous emmerdent à tout moment, qui viennent piller nos richesses là, finissent par le liquider parce qu'il connaît assez de secrets. C'est maintenant qu'il faut parler. Et moi déjà, je félicite le président Laurent Gbagbo de ne pas recevoir Soro Guillaume. C'est comme ça. Soro Guillaume, c'est l'ami des dictateurs, c'est l'ami de Sassou. Il est parti plusieurs fois voir Sassou dans son village à Oyo. Donc il ne peut pas être notre ami. Oui. Mais voilà. Donc Soro Guillaume, Ouattara, c'est un membre de la loge. Hein? Ouattara l'a emmené Soro Guillaume. Et Soro Guillaume, c'est aussi lui, parce qu'ils ont fait le travail avec Ibé, celui qu'ils appelaient Ibrahim Koulibaly. Et à la fin, il a liquidé Ibrahim Koulibaly. Donc, Soro Guillaume, you have to just wait. Let me finish this, and then we're gonna talk about that, okay? Yeah, you got two. Just give me a minute, okay? Yes, give me 2 minutes. Excusez-moi, il y a le petit Guillaume merde à côté. Donc, vous comprenez ça, chers amis. Donc, ces jeunes Africains-là qui ont dans leur tête, pensant qu'il faut qu'ils aillent voir les Blancs, pour que les Blancs puissent leur installer au pouvoir, pour qu'eux, ils continuent à voler, hein, à tuer, à bafouer les droits, les libertés des concitoyens de leur pays. C'est des sorciers que nous ne le serons pas. Qu'il s'agit de Ouattara, Sassou. Vous voyez comment les Moshi sont accrochés aux Blancs. Parce que pour eux, le Blanc c'est leur Dieu. Hein? Ils ne peuvent rien faire sans le Blanc. Tout ce que les Moshi la font, il n'y a que les Blancs dedans. Éventuellement, on parle ici des Français. Donc ils ont un complexe à l'infini, c'est pas possible. Et c'est là où ils vont trouver leur refuge. Mais c'est d'ailleurs le typique des idiots, des médiocres. Hein? Les médiocres cherchent toujours des parapluies. Quand tu embauches un médiocre, il va chercher à embaucher plusieurs autres médiocres pour que lui, il se représente comme le plus intelligent. Et c'est ce que les Moshi ont toujours fait, dans tout ce qu'ils font. Dans leur milice,
le vol du pétrole de Luango qui ne leur appartient pas parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient leur pétrole de Ngoki, le pétrole de boue de Ngoki, qui devait leur déverser 983 000 barils par jour, donc 3-4 fois le pétrole de Luango. Mais ils s'accrochent quand même au pétrole de Luango qui ne leur appartient pas. C'est quand même curieux, vous comprenez ça, chers amis. Et ils vont chercher qui? Les Blancs, pour pouvoir les maintenir là. Donc ils donnent quasiment la grande partie du pétrole aux Blancs, aux Français, pour que les Français leur maintiennent là. Vous voyez? L'idiotie. Voilà pourquoi on dit, ça ne marche pas, chers amis. En face, à nous qui avons eu un peu la chance de venir voir ce qui se passe chez les autres, côtoyer la vie chez les autres, on ne peut pas accepter ça. Nous qui avons eu la chance de faire les grandes écoles chez eux, et nous avons découvert qu'ils n'étaient pas aussi plus intelligents que nous, parce qu'on les a battus ici dans les nôtres. Comprenez ça, chers amis. Et on a compris que ils ont toujours besoin de nous, parce qu'ils savent que là, la tête fonctionne. Bon, eux-mêmes, ils savent que parmi ce peuple Congo-là, il y a des ordinateurs. Comprenez ça, chers amis. Mais ils préfèrent aller chez les médiocres parce que les médiocres leur garantissent tout. Comprenez ça, chers amis. Et beaucoup de jeunes Africains sont dans cet embrouille-là. Hein, cet embrouille. D'aller dans les loges, pensant que c'est là où ils vont retrouver le bonheur et le paradis. Et c'est une illusion, un rêve qui ne prend jamais de fin. Et à la fin, si tu trahis, on te tue. Tu es obligé de descendre le pantalon, de se faire sodomiser. On te fait passer des épreuves inhumaines pour prétendre maintenir un petit poste de député. Mais c'est incroyable, mes chers amis. Et ces gens-là, il n'y a pas que chez nous. Dans quasiment la plupart des pays africains, c'est devenu la règle. Et la règle est dictée par l'Occident. Et la plupart du temps, surtout pour les pays francophones, c'est dicté par la France, qui exige de maintenir les gens dans la souffrance afin de les faire soumettre à des loges. Vous comprenez ça? Ça, c'est encore un témoignage que nous avons reçu du côté du Togo. Je ne sais pas, mais je peux pas. Je ne sais pas si je peux vous faire jouer ça tout en entier, mais bon, on va quand même essayer. Hein. Ça, c'est un témoignage du côté du Togo. Je vais simplement essayer d'enlever le Bluetooth. C'est incroyable, mes chers amis. C'est une réalité. Un jeune Togolais qui a un projet, qui décide d'aller chez lui, donc proposer le projet déjà au niveau de leur présidence là-bas, un conseiller de Niasigbe prend le projet et déjoue le jeune. Et le jeune donc rédige une lettre publique à Fort Niasigbe en dénonçant ce qui s'est passé. Et Niasigbe étant au courant de la chose, certainement par les médias, demandait donc, envoyait donc un agent spécifique pour pouvoir aller rencontrer le jeune, donc essayer de renouer avec le projet. Mais le projet s'est tellement retrouvé avec plusieurs intermédiaires que les recommandations ont été pour que le projet aboutisse, il faut que tu rentres dans la loge franc-maçonnique. C'est incroyable, chers amis, incroyable. Pour te faire soumettre, hein, et donc c'est un peu comme Véron Mankou, hein. Vous connaissez Mankou Véron, qui est parti avec ce fameux téléphone dont les Mboshi ont même volé, ont donné le nom des Mboshi Elikia. Donc Mankou là, vous entendez son nom? Il s'appelle Mankou. Mankou là, c'est un nom d'où? C'est un nom Congo, du côté peut-être de la Bwenza, peut-être Bembe, Bakamba. Ouais. Vous comprenez ça, chez eux? Bon, donc il va donner le projet de téléphone Elikia. C'est déjà l'usurpation. Bon. Et après, c'est quoi le projet? Ils ont dépensé près d'1 milliard de francs CFA sur ce projet. Ils ont même dit qu'ils devaient se mettre à... On a vu hein, la racaille pécétiste avec des blouses comme des médecins, comme des docteurs, comme des professeurs, du côté de comment on appelle? Je ne sais pas si c'est Kintélé ou Maluku, un truc comme ça. Ça devait être une grande plateforme, ils devaient se mettre à fabriquer des ordinateurs, des téléphones. 2 mois après, le projet a fermé. Alors qu'il y a déjà plus d'1 milliard de francs CFA qui avaient été dépensés là-dedans. Mankou est où? Véron Mankou. Il est devenu cireur de chaussures, pousseur de caddie pour Denis Christian Denis. Regardez-moi ça. Un jeune compétent, intelligent. Certainement quelqu'un qui a étudié. Mais il s'est mis en dessous
des fils Sassou ou de Sassou, parce que simplement, les Sassou ont voulu contrôler et tuer ce projet. Et nous en sommes où sont partis les 1 milliard? Voilà pourquoi c'est des questions que moi, nous on demanderait à Vancouver. Les 1 milliard de l'argent du Sud Congo est parti où? Vous comprenez ça, chers amis? Et ça, c'est une réalité, hein, mes chers amis. Voilà pourquoi tous ceux qui nous disent qu'ils vont aller à la négociation, la diaspora de Paris, vous allez aller à quelle négociation, avec qui? Mais c'est un temps perdu. Hein. Je vais simplement essayer d'enlever le Bluetooth et je vais donc essayer de vous faire écouter ce message que nous avons reçu ici. Come on, less noise, please. Comprenez ça? Écoute-moi très bien, et Cyril, tu m'as poussé à te faire des révélations sur pourquoi... Oh, qu'est-ce qui se passe? Révélations sur pourquoi je suis contre le régime actuel. D'abord, dans un premier temps, quand j'ai préparé mon projet d'industrialisation, et quand je suis arrivé à Lomé, j'ai rencontré un conseiller du chef de l'État. C'est un professeur, je ne vais pas donner son nom. Il a volé le projet. C'est le projet qu'on est en train de faire à Déticopé, mais ils ont raté. Ce n'est pas ce que moi j'ai prévu dans mon projet. Ils ont raté. C'est mon projet qu'il a volé et il m'a empêché de voir le chef de l'État. C'est un conseiller professeur qui est proche du chef de l'État, qui pourrait porter le même nom que moi. Je vous donne des indices. Il m'a reçu à la présidence, il a vu le projet, il a dit c'est un bon projet qu'il va parler au chef de l'État. Il m'a demandé tous les détails. Je lui ai fourni les détails. Mes partenaires, il a fait toutes les enquêtes. Je lui ai tout fourni. À la dernière minute, quand il appelle, il ne prend plus mon téléphone. Quelques jours après, il s'est rendu en Inde. Et c'est le projet qui a vu le jour. Mais ce n'est pas la façon dont moi j'ai conçu le projet. Le projet, c'est projet formation industrialisation. On doit former 10 000 Togolais en génie mécanique, en génie électricité. On ne fait pas un projet d'industrialisation sans d'abord former les gens. On forme les gens qui vont piloter le projet. Quand vous n'avez pas donné une formation aux gens, je vais te donner aujourd'hui, rentre dans les villages. Le programme de tracteurs agricoles, vous allez voir comment les tracteurs sont gâtés dans les villages. Nous sommes au Togo, hein, qui achètent des tracteurs, alors que les tracteurs, ça coûte excessivement cher. Mais les tracteurs agricoles sont garés parce qu'on n'a pas formé ceux qui doivent réparer les tracteurs et on n'est pas dit acheter les tracteurs. Un paysan ne sait pas quand il faut faire la vidange à un tracteur agricole. Donc, même si tu lui donnes un tracteur neuf à un paysan et le temps de vidange est arrivé, il n'a pas fait, le tracteur se gâte immédiatement. L'investissement de 7-12 millions, c'est fini, le moteur se gâte. Donc, fais ton constat. Dans les villages, tu vas voir que les tracteurs que le ministère de l'Agriculture a importés sont tous en panne. Moi, pour lutter contre ça, j'ai proposé d'abord la formation des ingénieurs et des polytechniciens. C'est ça le début de l'industrialisation. On forme d'abord les gens. On ne va pas aller prendre des Indiens, venir et faire un projet dans lequel l'Indien est partenaire. Dans mon projet, aucun investisseur étranger serait partenaire pour prendre le bénéfice pour aller chez lui. Mais ici, ce qu'on a fait à Déticopé, quand le bénéfice va venir, c'est les Indiens qui vont répatrier ça. Ça, c'est le premier point. Maintenant, quand le conseiller a pris toutes les informations, et il a refusé de m'amener chez le chef de l'État, j'ai écrit une lettre ouverte au chef de l'État. Et quand la lettre ouverte est arrivée dans les médias, le chef de l'État m'a envoyé un émissaire que je ne vais pas nommer. L'émissaire est venu me voir. Il m'a demandé de rentrer à Lomé. Je suis rentré à Lomé. L'émissaire a reçu tout, je l'ai présenté tout. Il m'a dit qu'il a présenté les chefs au chef de l'État et le chef de l'État a dit que c'est un très bon projet. Le chef de l'État a demandé que je rencontre un autre conseiller qui est burundais. Sur l'instruction du chef de l'État, je suis parti rencontrer ce burundais. J'ai présenté le projet. Il m'a posé des questions. Il a dit que c'est un bon projet, mais dans une semaine, il va m'appeler. Je te dis que les 1 semaine ne sont jamais arrivées. Celui qui a volé le projet a bloqué le projet auprès de monsieur. Donc ce n'est pas moi,
j'ai bien mon projet, comment le financer, tout est détaillé de ta formation, industrialisation. Parce qu'on ne peut pas industrialiser un pays, on ne peut pas créer un truc sans former les gens. Qui sont ceux qui vont travailler? Où sont les ouvriers qualifiés? Donc c'est devenu, au fait, le PIA là, c'est une entreprise que les gens ont créée pour dilapider l'argent du Togo. Maintenant, après, quand le conseiller là, le deuxième conseiller aussi a pris le projet, je pense que le premier conseiller a 8 ans que j'étais à la présidence, ils ont un réseau là-bas et ils ont encore bloqué. Quand ils ont bloqué, l'émissaire que le chef de l'État m'a envoyé, cet émissaire m'a demandé d'aller voir un autre conseiller. Quand je suis parti voir l'autre conseiller du chef de l'État, tu sais ce que lui m'a dit? Il dit, pour faire ce projet, il faut que je rentre dans la franc-maçonnerie. Vous entendez ça? Vous m'avez poussé, je vais vous dire toutes les vérités. Je dis quoi? Il dit oui, pour faire le projet, il faut que moi je devienne frère, que je sois franc-maçon d'abord. Si je ne suis pas franc-maçon, ils ne peuvent pas m'autoriser à faire ce genre de projet. J'ai dit non, tu ne connais pas moi, et je crois en Dieu, je crois en nos joyeux, mais je ne suis pas dans une affaire de franc-maçonnerie. Et c'est ça qui fait que je suis parti du Togo. Et dans la foulée, un autre conseiller m'a dit ceci: Monsieur Samuel, et tout ce que tu proposes c'est bon. Nous, on sait que tu as des belles idées, mais chez nous, en RPT Uni, notre philosophie, c'est d'appauvrir les gens pour pouvoir rester au pouvoir longtemps. Nous, on n'est pas prêts pour le développement. On est là parce que si on développe trop et puis les gens ont de l'argent, ils vont nous chasser du pouvoir. On sait le développement. Mais la France nous a dit ceci, de ne jamais faire que les gens ont de l'argent dans leur poche. Si les Togolais ont de l'argent, ils vont organiser une rébellion et les chasser du pouvoir. Et il m'a dit que c'est Bernard Debré qui les a appris ça. Donc la France les a montrés pour rester longtemps au pouvoir, appauvrir le peuple. Avec tout ça là, je suis révolté. Je ne peux pas voir mon pays et on dit que pour que certaines personnes restent au pouvoir, il faut les appauvrir. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai un bon projet et je le fais ailleurs. Tu m'écoutes? Donc ce n'est pas parce que mon projet est mauvais. C'est pour cela que quand j'ai appris que, 1, je dois rentrer dans la franc-maçonnerie. 2, on appauvrit mon peuple, je suis devenu un homme révolté. C'est pourquoi je soutiens la DMK pour qu'il y ait une démocratie, pour que tous les Togolais puissent être traités de même pied d'égalité. Merci. Voilà, ça c'est le témoignage que nous avons reçu spécifiquement du côté de Togo, parce que du côté de Togo, il y a des gens qui nous suivent, Donc la communication a été envoyée au frère Gervais Durangui, que vous connaissez très bien, et qui est à Atlanta aux États-Unis, membre de Congo Debout, partisan de la Fédération Sud-Congo, dans le contexte du fédéralisme démocratique, membre aussi de la force économique, dans ce que nous appelons la vision générale au niveau du Sud-Congo. Là, le témoignage que vous venez d'écouter, c'est du côté du Togo, comprenez ça, Bernard Debré, donc c'est la loi Bernard Debré qui est appliquée dans tous ces pays francophones. C'est la France qui a donné ça. Vous avez entendu ce que le gars a dit. C'est une loi, une exigence de la France. Deuxièmement, ils ont 2 règles. La loi Bernard Debré. 2 lois. La première règle, tu dois faire partie de la loge pour prétendre faire un projet dans ton pays, pour prétendre devenir un entrepreneur économique, pour prétendre emmener de la marchandise dans ton pays pour pouvoir aider les gens, pour prétendre créer de l'emploi dans ton pays, créer de l'emploi, donc donner de l'emploi à tes concitoyens, faire travailler les gens. Donc booster l'économie de ton pays, tu dois être un membre de la loge. Premièrement, ça c'est la première règle, la règle Bernard Debré, on peut simplement dire la loi Bernard Debré, qui a été généralisée dans tous les pays francophones. Et c'est la France, vous avez entendu, moi je n'ai rien dit, le monsieur le dit. Ça c'est d'après ce que les conseillers de la présidence du Togo lui ont rapporté face à son projet. Il le dit d'une manière claire. La première règle, vous devez être un membre de la loge franc-maçonnique, pour prétendre faire n'importe quel travail dans un pays francophone. Et nous le voyons, c'est cet exemple-là au Congo, chez nous, Congo d'Mboshi, c'est exactement ça. Deuxième règle, il faut appauvrir l'ensemble de la population pour le maintenir à la corde au cou.
faire que toute la population devienne une population des mendiants. Une population des mendiants. Une façon de contrôler la population. Hein, c'est une façon de contrôler la population. Donc après ça, j'ai transféré un peu que j'ai fait le sport. Voilà. Donc, une façon de contrôler la population, de contrôler l'argent, contrôler s'il y a quelques brins d'emploi qui sortent. Il faut contrôler ces gens. S'il y a des recrutements à la fonction publique dans l'armée, il faut contrôler les gens. Donc, il faut appauvrir. On vous met dans des conditions de précarité impossibles. Et ce sont les conditions de précarité que vous êtes en train de voir chez Sassou. L'application de la loi Bernard Debré. Non, ce que le monsieur venait de dire. Et quand vous entendez ces témoignages, vous faites la transposition mathématique en ce qui se passe chez nous au Congo, et c'est exactement ça. Ça veut dire que vous n'avez rien à reprocher par rapport au témoignage que ce monsieur venait de faire. Tous les jeunes au Congo, pour prétendre trouver même un travail de gardiennage, doivent être membre de la loge. Pour prétendre faire les affaires, tu dois être membre de la loge. Si tu n'es pas membre de la loge, ils vont t'emmerder avec des trucs impossibles jusqu'à ce que tu fermes le business. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Voilà pourquoi l'Afrique francophone n'évolue pas. Parce qu'il y a cette loi Bernard Debré qui frappe tous les pays francophones. Et c'est la même règle. Vous voyez le cas de Véron Mankou, que je suis en train de vous dire. Bon, le cas peut-être de Véron Mankou, je peux simplement dire que c'est peut-être que ça a été volé. Hein. Et ce sont les bouillards qui s'en occupent désormais avec des entreprises écrans chinoises qu'ils emmènent de Chine, comme un peu ces entreprises inutiles qu'on envoyait au niveau de Sunda. Nous avons appris que ils ont envoyé des militaires à Sunda là-bas. C'est pour aller faire quoi, nous ne savons pas. Imposer à casser les montagnes. On va voir ce qui va se passer. Comprenez ça, chers amis. Donc, c'est une réalité. Hein, vous voyez le cas. Parce que, déjà, si vous allez avec un projet au Congo, c'est le même cas. Les gens vont vous voler le projet. Hein, ils ne vont jamais laisser que ce projet se réalise. Du côté des financements, ça ne se fera jamais. Hein, et le fameux FIGA, le fonds d'investissement garanti que le Mboshi Sassou vous avait promis lors des élections de 2016 n'a jamais vu le jour. Comprenez ça, chers amis. Et c'est une réalité. C'est une réalité. C'est la même problématique. Voilà pourquoi ne nous parlez pas d'une république, parce qu'une république est une expression franc-maçonnique, une expression de loge. Et cette expression de loge exige la loi Bernard Debré. La loi Bernard Debré exige que vous soyez membre et que votre jeunesse, vos citoyens soient appauvris. Donc vous ne pouvez pas en ce moment-là parler d'une république avec nous, descendants du peuple Congo. On ne peut pas parler de la république. Nous ne sommes pas dans votre république de merde, votre république de loge, votre république qui consiste à emmener des moutons, à se faire sodomiser l'ensemble des jeunes. Et là, ils ont même embarqué même des femmes aussi dans leur truc. Hein, pour leur faire miroiter. Vous voyez, les francs-maçons du Congo, il y a quoi comme changement? Rien, si ce n'est que construire des stèles de stupidité dans des ronds-points inutiles que nous briserons en un temps record. Comprenez ça, chers amis? Voilà la problématique, mes chers amis. C'est une réalité. Le cas Véron Mankou, on avait promis quoi, comme le dit Noah ici? 1 milliard, fabrication d'1 milliard de téléphones et des millions de panneaux solaires. Et apparemment, tous les Mvouba, ils étaient tous des investisseurs. Fabriquez-vous des panneaux solaires au Congo? Non. Même si dans le cas vous le fabriquez, d'où vient la matière première? D'où viennent les composants? Hein? Les composants viennent d'où? De l'extérieur, encore. Mais ça veut seulement dire que vous faites le montage simplement des panneaux solaires. Vous ne faites pas la fabrication. La fabrication, c'est-à-dire que vous faites même les composants électroniques, la structure, le schéma, c'est-à-dire vous prenez, vous faites le dessin, vous faites ce qu'on appelle calcul thermodynamique, hein, les échanges de chaleur. Avec les rayons ultraviolets du soleil, ça rentre, vous cherchez des plaques qui vont donc essayer de retenir cette énergie. Ça se fait dans les écoles polytechniques. L'ENSP, l'École nationale polytechnique, c'est ça que ça devait faire. Mais comme tout a été badigeonné dans le truc de Mboshi, et ça ne fonctionne pas, parce que ces élèves de l'ENSP là sont incapables de construire même un schéma électrique, de concevoir même une petite turbine avant. Comprenez ça, chers amis?
Alors qu'il y a tous les départements, il y a le département électronique, le département électrotechnique, le département mécanique. Ça devait être une combinaison de toutes ces équipes-là, des projets. Vous le prenez au point zéro, vous venez au design complet et à la fabrication. Même les composants doivent sortir chez vous. Donc ce qu'eux ils devaient faire à Kintel, là, c'est les montages, c'est-à-dire que les pièces viennent d'ailleurs. Hein. On a déjà marqué pièce 1 plus 1, on vous a déjà donné les plaques dans lesquelles vous allez poser et vous allez simplement souder hein, avec des détails votre fer à souder. Vous voyez ça, chers amis? C'est pas ça la technologie, chers amis. Et ce fameux projet, ils ont pompé des multimilliards là-dedans. L'argent pof dans les poches des individus. Jérôme Mankou se contente d'être derrière Denis Christel, gérer apparemment les médias de Sassou Nguesso Christel Denis. Regardez un entrepreneur qui avait une brillante idée, mais qui se retrouve derrière un bureau, prendre les ordres auprès d'un idiot bourriqueux comme Sassou Nguesso Christel Denis, qui n'a jamais fait même quelques études là, qui a échoué partout. L'école des cadets, il est passé, il a brillamment échoué. Il est allé chercher un certificat de cours en ligne. Mais nous connaissons comment ces cours-là se font. Et Mboshi, la manière d'ailleurs que vous voyez comment ils achètent les doctorats honoris causa. Vous comprenez? Lui, il a ça, Sassou Nguesso Christel Denis. Il a acheté ça peut-être dans un truc de Maroc. Et son père, vous avez vu, il a acheté ça à Mwabi. Et il est allé acheter ça chez les Russes quand il était parti. Vous comprenez ça, chers amis? C'est le chaos généralisé, je vous dis. Nous ne sommes pas dans votre république de merde. Hein? La république des francs-maçons, des loges, la république des débrasistes. Parce que tous ceux qui sont dans la république, c'est des débrasistes. Les débrasistes. Et d'ailleurs, nous ne comprenons pas, alors qu'il y a une révolution mondiale pour protéger l'intérêt des Blacks, Black Lives Matter, la vie des Noirs compte, hein? Où on essaie de casser les stèles, les statues de ceux qui vendaient les Noirs. Il y a même des banques qui commencent à faire des compensations par rapport à ça. Ici, il y a beaucoup de statues qu'on est en train de dégager. Mais comment ça fait-il qu'à Brazzaville même, vous avez la statue de Debraza, un colon, violeur de femmes, hein, violeur de femmes Bateke, lui là qui a tué c'est-à-dire que l'un des plus grands criminels de l'humanité, Debraza. Mais vous avez encore un monument là-bas. Hein. C'est incroyable. Et vous avez ces statues. Et les Congolais sont même incapables d'aller même vandaliser cette fameuse statue de Debraza. Cette statue-là doit tomber. Comprenez ça, la statue de Debraza doit tomber. Les Mboshi n'ont pas le droit de garder parce que Brazzaville ne leur appartient pas. Brazzaville, c'est dans le pool. Comprenez ça? Brazzaville est dans le pool. Et nous ne pouvons accepter que la statue de Debraza soit plantée chez nous. Parce que le pool, c'est les terres Congo. Comprenez ça, chers amis? Et de surcroît, ce n'est pas dans Brazzaville Nord, là-bas, chez les Mboshi. Même au Nord, là-bas, ce n'est pas pour vous. Les Kintélé dans le pool, chers amis. À moins si vous allez vers les Odiba, là-bas. Hein, mais Kintélé est dans le pool. Donc, on peut accepter que la statue de Debraza soit là. Et d'ailleurs, là, nous lançons un mouvement à partir de maintenant. Le mouvement de la destruction de la statue de Debraza qui est implantée chez nous, parce que c'est un colon, c'est quelqu'un qui a tué des millions de Noirs, il a tué des millions de Noirs, Debraza. Mais là vous voyez, vous avez des débrazistes qui protègent les crimes d'un colon, hein, protéger les crimes d'un colon, ils sont en train de protéger les crimes d'un colon. Vous comprenez ça? Parce que ce colon a été aussi membre de la loge. Voilà, quand vous voyez dans les quartiers au Congo, l'entité Congo avec ses bien sûr, tous ces jeunes sont des espions parce qu'ils sont les membres de la loge. C'est par là qu'ils trouvent des petits 10 000. Ils ont l'accès à Mabiala Pierre, ils ont accès à Doukaga, ils ont accès à Anatole Collinet Dimakoso, hein, parce que c'est eux qui les entretiennent, les faux ministres, les infiltrés, les étrangers qu'on a mis chez nous au Sud Congo. Vous comprenez ça, chers amis? C'est cela qui est la réalité. Ils ont accès à Mongala Thierry, parce qu'ils donnent des petits 10 000. Et ce sont eux les espions. Ils sont ils sont comme des squatteurs dans les quartiers. Ils dorment dans les rues, en train de voir ce que les autres font et faire des fiches.
pour pérenniser le pouvoir d'un fils Mboshi, usurpateur étranger béninois de naissance. Vous comprenez ça, chers amis? C'est ça la réalité. Vous comprenez la réalité du Togo? C'est la même réalité là, à l'entité Congo avec C. Les membres de loges, les loges franc-maçonniques représentent un véritable goulot d'étranglement pour notre jeunesse. Regardez, ils ont même emmené les loges franc-maçonniques dans les forces, dans leur milice, hein, ce que vous appelez les forces armées. Vous comprenez ça? Tous les membres, les officiers supérieurs, tous sont les membres des loges. Mais c'est quoi cette merde-là? L'armée est devenue politisée. L'armée, entre guillemets, moi je l'appelle encore entre guillemets, je le mets entre guillemets parce que c'est pas l'armée. En partant du caporal jusqu'au général, tous membres de la loge, exigence membres de la loge. Et ça se passe chez eux, chez chacun des officiers supérieurs. Il est dans ta chambre, il est dans leur chambre avec la femme de l'officier supérieur. Et l'officier supérieur est sous le lit, en train d'entendre ce que Sassou est en train de faire à son épouse. À la fin, il donne une cuvette et on met de l'eau. L'officier supérieur, hein, entre guillemets, hein, parce que c'est des chiens ces gens-là, nettoie les orteils de Sassou. À la fin, ils doivent boire cette eau. L'allégeance à leur grand maître. C'est ça l'allégeance à leur grand maître. Tu vois, tous ces ministrants, entre guillemets, des faux cadres, qui n'ont rien dans la tête, ils ont que des cailloux dans la tête, qui sont allés cacher leur médiocrité dans la loge, passent par ces cérémoniales, ils ont vendu l'âme de leurs épouses, ils ont vendu leurs épouses pour de l'argent, pour se maintenir à ces fonctions. Tout Sassou est sorti avec leurs femmes devant eux, et eux, ils ont nettoyé les orteils de Sassou, ont bu cette eau. L'allégeance à Sassou, à leur loge, c'est ça l'acte. Et à la fin, Sassou finit de faire à la femme, sodomise même l'officier supérieur devant eux. C'est ça la soumission. Une médiocrité. On a taraudé les mentalités, on a brisé tout le système. L'armée est devenue une armée franc-maçonnique, une armée rosicrucienne, une armée, c'est incroyable, mes chers amis. Tous sont soumis. Tous sont soumis. Alors, que voulez-vous qu'on fasse avec une armée pareille? Au Sud-Congo, il y aura une véritable armée basée sur la technologie, système informatisé. Oui, le territoire aérien du sous-sol du Sud-Congo sera totalement surveillé 24 heures sur 24 avec des forces de défense spécifiques. Et si les Mboshi viennent faire le banditisme, ils verront comment nous allons leur envoyer des missiles pour aller les bousiller. C'est ça la réalité, chers amis. L'office. Ceux qui feront partie des forces de sécurité du Sud-Congo, plus jamais aux allégeances stupides de conneries, parce qu'il y aura, tout ça, ça sera bien surveillé. Ces stupidités, nous, on n'aura pas besoin au Sud-Congo. Et ceux qui voudront faire leur conneries de la franc-maçonnerie, ils iront dans les Mboshi, qui ont trouvé là une médiocrité. Voilà ce qui retarde les pays d'Afrique francophone, les loges. Vous comprenez ça au Togo? Un projet pour donner de l'emploi, éduquer les enfants, donner de la formation. On brise parce qu'on exige que tu sois membre de la loge. Donc tu passes à la soumission. Et à la fin, ce projet-là n'aboutira jamais. Donc tu aurais vendu ton âme au diable inutilement. Et c'est ça la réalité. Voilà pourquoi l'Afrique francophone n'avance pas. Parce que quand tu viens avec les idéologies de création de projets, c'est ça le business. Le système anglophone comprend ça. Financer les projets, c'est le business parce que ça stimule l'économie. Ça génère des emplois. Comprenez ça, chers amis. Malheureusement, chez nous, ça n'avance pas. C'est toujours les mêmes problèmes. Bon, voilà. Donc, mes très chers amis démocrates africains, on continue avec le travail. On va essayer d'élever la vibration de nos enfants du Sud-Congo. Nos yeux demeurent ouverts du côté de Sunda. On a appris qu'ils ont envoyé des militaires, on s'en fout. Le peuple de Sunda est debout. Nous demandons au peuple des autres régions, si ça barre à Sunda, on ne peut jamais permettre aux Mboshi de casser les montagnes de Sunda. C'est pas chez eux. Ils n'ont qu'à aller chez eux. Et nous demandons aux bébés noirs, si réellement il y a les bébés noirs, réellement, s'ils sont vrais, ces gens-là, s'ils ne sont pas aussi les Débrazis, les membres de la loge, c'est d'aller casser la statue de Débraza. On ne veut plus voir la statue de Débraza là. Voilà, chez les autres, on casse. Pourquoi vous voulez casser?
parce qu'ils veulent garder leur loge là. Cette loge-là sera à détruire, parce qu'il n'y a que le crime qui se passe. À bon entendeur, salut. Le peuple gagne toujours. À la prochaine, mes chers amis. Au revoir. What happened? Ok. Wata,
Makina kuka ni ya
C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.